Nous poursuivons le programme de cette deuxième journée avec le troisième focus pays dédié au Burkina Faso autour du thème « Contribution du marché des titres publics au financement des économies, bilan et perspectives ». Cette session sera modérée par M. Madi Ouedraogo, consultant à MO Consulting. Je vous passe la main, M. Madi. Merci, Monsieur Diaw. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. J'ai la responsabilité lourde de modérer le présent panel, le présent focus, pardon, qui concerne au départ le Burkina et le Mali. Je pense que le Mali n'interviendra pas, c'est seulement le Burkina qui va intervenir. Et je voudrais dire que j'ai la conviction que quelles que soient les difficultés, quels que soient les chocs, les économies des États membres de l'Union feront preuve de résilience dans la solidarité. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce focus, cette séance de focus, tout en vous souhaitant aussi une bonne et heureuse année 2022. Et c'est des vœux de santé, de sécurité et de paix que je vous formule. Et également, je voudrais rappeler que le thème de ce focus, c'est la contribution du marché des titres publics au financement des économies. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des acteurs du marché, en particulier les investisseurs, pour leur participation aux émissions de l'État du Burkina et pour leur accompagnement sans faille. La présente session va se dérouler en 3 phases. Dans une première phase, nous allons donner la parole aux représentants du Trésor du Burkina pour faire leur exposé. Dans un deuxième temps, je m'en vais leur poser un certain nombre de questions d'éclaircissement par rapport à ce qui va être exposé. Et dans un troisième temps, nous allons donner la parole à l'ensemble des participants pour des questions-réponses. Et cette séance devrait tenir au total sur 45 minutes. Et la présentation du Burkina devrait tenir sur 20 minutes. Je suis, comme l'a dit M. Madi Ouedraogo, consultant du cabinet MO Consulting, dont je suis le gérant, depuis la cessation de mes activités en décembre 2021 à la BCAO et subséquemment à Umoatit, où j'étais directeur adjoint. À cet égard, je voudrais remercier M. Adrien Drouf, directeur de Umoatit, et son équipe pour m'avoir invité à la présente conférence. Sans plus tarder, je vais donner la parole aux représentants du Trésor du Burkina pour leur exposer. Monsieur Zwanga, je pense que vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. L'équipe du Burkina Faso est effectivement là. Je suis avec Monsieur Serge Toé, directeur de la dette publique, Patrick Nidiola, chef de service monnaie et crédit, Seogo Amado, qui est le chef de service des études, pour être court, à la direction de la dette publique,
et M. Koumsara, qui est en service au niveau du service des statistiques de la direction de la dette publique. Notre présentation vous sera faite par M. Nediola et on va échanger sur les aspects que vous souhaiterez approfondir. D'ores et déjà, je voudrais remercier tous les participants qui s'intéressent au développement du marché financier régional et plus particulièrement qui s'intéressent au titre public du Burkina Faso. Et je laisse la parole à M. Nediola pour la présentation. Okay. Merci, Monsieur le directeur des affaires monétaires et financières. Sous leur autorisation, je vais vous présenter un peu la situation économique et puis les perspectives. Donc, selon le plan de présentation, en deux, c'est la situation macroéconomique en 2021. Les perspectives économiques à moyen terme sur la piste d'endettement du Burkina et pour finir, le programme indicatif des émissions au titre de l'année 2021. Il faut dire que l'année 2018, ça a été... oui. Vous pouvez partager votre présentation? De ce désagrément, c'est comme je l'avais dit tantôt. Donc, on va faire un bref aperçu sur le Burkina, la situation économique, les perspectives à moyen terme, la stratégie. OK, je disais tantôt que l'année 2018, c'était une année charnière dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social qui s'étalait sur la période 2016-2020. Maintenant, sur la période 2019-2020, c'était une année d'accélération et d'intensification des investissements en lien avec la matrice des réformes et des investissements de ce plan. Maintenant, pour ce qui est de l'année 2021, l'État burkinabé s'est doté d'un nouvel référentiel sur la période 2021-2025. Et ce référentiel affirme les ambitions du pays en matière d'investissement public dans la perspective de rétablir, entre autres, la stabilité, la sécurité, la paix et la transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable et inclusive. On peut continuer. OK. Donc, l'émission des titres publics constitue un des principaux instruments de financement de l'économie à côté des autres sources de financement, notamment avec les partenaires techniques et financiers. Il faut dire que depuis la restructuration du système bancaire dans les années 80, qui a conduit aux premières opérations de titrisation, le Burkina continue de recourir aux émissions des titres publics tant sur le marché monétaire et financier. Il faut dire que depuis 2021-2022, on est régulier sur ce marché. OK, on peut poursuivre. Maintenant, on va faire un bref aperçu sur le Burkina. On peut poursuivre. OK. Donc, par rapport à la situation du Burkina en Afrique de l'Ouest, on a, par rapport au dernier recensement de la population, on avait 20 487 769 habitants avec 51,7% de femmes. Le taux de croissance démographique sur la période 2006-2019 était de 2,93%. Quant à l'indice CPI, l'évaluation des politiques et institutions financières
c'est resté stable sur la période 2015-2018. Il faut dire que sur les 5 dernières années, le Burkina a enregistré une note moyenne de 3,6, le plaçant ainsi dans la catégorie des pays à IP moyenne. Maintenant, quant à la notation financière, on est noté aussi bien au niveau international que sous-régional. Au niveau international, par Standard, qui a confirmé la note souveraine des B assortie de perspectives stables. Et également aussi, on est noté au niveau sous-régional par Ouara. Pour le PIB par habitant, le PIB a été multiplié par 2,5 en 2020, passant de 163 540 en 2000 à 409 507 en 2019, soit une progression moyenne de 5,2% par an. On peut poursuivre sur le second slide. Monsieur Nyondoula, dites le slide suivant, si c'est ce que vous voulez. On peut avancer, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit si on peut avancer. Voilà. Maintenant, c'est... Non. Le diapo précédent. S'il vous plaît, le diapo précédent qui fait l'introduction sur la... Voilà. Donc, ces dernières années, les indicateurs de l'économie burkinabé ont enregistré une évolution relativement satisfaisante. Il faut dire qu'au cours de l'année 2021, l'activité économique s'est déroulée dans un environnement international marqué par la reprise de l'activité économique et l'avancée notable des campagnes de vaccination. Au plan national, elle est marquée c'est par la pertinence des défis sécuritaires, sanitaires et une campagne agro-pastorale un peu favorable. Malgré tout, l'activité économique a connu une reprise appréciable en 2021 avec un taux de croissance estimé à 6,5% contre 1,9% en 2020. Maintenant, qu'est-ce qui a plus ou moins contribué à ça? Cette reprise est imputable principalement au secteur secondaire qui a contribué à hauteur de 10,3% et au secteur tertiaire 9,5%. OK, on peut avancer. Voilà. Donc, le tableau vous donne quand même un focus sur la situation macroéconomique. Tantôt, j'avais évoqué le taux de croissance du PIB. Maintenant, par rapport au taux de pression fiscale, on voit qu'on a une évolution positive. Le taux était de 13,6 en 2020. Maintenant, en 2017, le taux se situerait à 14,7. Quant à l'inflation, l'inflation est passée de 1,9 en 2020 à 3,94 en 2020. Maintenant, pour ce qui est du taux d'endettement, le taux dans l'encours de la dette sur le PIB, en 2020, on avait 47% et en 2021, 51,4%. Bon, c'est dû quand même à l'ensemble des projets d'investissement qui ont été mis en place au cours de l'année 2021. Pour le PIB nominal, on est passé une légère hausse de 10 157 à 10 900. Quant aux recettes totales et dons, on note globalement une évolution de 1,9 milliard à 2 milliards 100. De 937 milliards à 2127 milliards. Bon, par rapport aux recettes fiscales aussi, on a noté plus ou moins cette tendance, les recettes fiscales, avec les mesures, les réformes qui ont été mises en place, on est passé de 1 370 milliards à 1 615 milliards. Quant aux dépenses, les dépenses sont passées de 2 470 milliards à 2 281 milliards. Maintenant, pour ce qui est des dépenses d'investissement, même en 2020, on était à 717 milliards et en 2021 à 831 milliards. Le déficit budgétaire, quant à lui, en 2020, c'était situé à 232 milliards
et en 2021 à 651 milliards. Donc, c'est un peu ramasser un focus sur la situation économique de 2021. Quant aux perspectives, donc sous les hypothèses d'une maîtrise de la COVID, d'une situation sécuritaire normalisée et d'une pluviométrie favorable sur la période 2022-2024, la croissance, normalement, devrait renouer avec son dynamisme datant. Donc, les projections qui sont faites par rapport au taux de croissance, ça devrait ressortir à 7% en 2022, 7,4% en 2023 et 5,4% en 2024. Donc, ici, c'est vous présenter globalement l'évolution des principaux ratios macroéconomiques sur sur la période. Vous voyez que globalement, la présentation est plus ou moins positive. Au niveau des besoins de financement rapportés au PIB, on va partir d'une estimation de 5,7 à un besoin de 2,9 en 2024. Quant au taux d'inflation, on note quand même une tendance baissière, voilà, de 3,9 selon les estimations, et la période des prévisions, ça va se stabiliser à 2,5. Maintenant, le ratio de la dette sur le PIB, bon, on a un ratio plus ou moins stable sur la période de projection 2022-2024. Quant à la masse salariale sur les fiscales, on va noter sur la période des projections 50,5. Quand on passera de 14 en 2022 à 15,5 en 2024. Maintenant, les actions pour conforter un peu les perspectives. Ça, c'est entre autres actions. Il y a la poursuite du renforcement du système sanitaire, la poursuite des actions de prévention de l'approbation du COVID, la poursuite des actions d'atténuation de l'impact, la poursuite des actions de renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, la poursuite des actions de modernisation de l'agriculture, où un accent quand même est mis sur ce point, la sécurisation des zones de production, la diversification des produits exportés à travers la dynamique porteuse et l'amélioration de la présence des produits burkinabés sur de nouveaux marchés. On peut poursuivre, s'il vous plaît. Bon, en autres actions aussi, pour conforter, il y a le renforcement et l'élargissement de la production locale, le renforcement des actions de lutte contre l'incivisme fiscal, la fraude, le faux et la corruption, et également le renforcement de la coopération avec les partenaires techniques et financiers pour une mobilisation optimale des ressources financières. Okay. On peut poursuivre, s'il vous plaît. Diapo suivante. Par rapport à la stratégie même de 2022-2024, il faut dire oui, je suis sur le diapo, sur la stratégie de gestion de la dette. OK, donc je disais que par rapport à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme sur la période 2022-2024, il faut dire que le Burkina s'est doté depuis lors de cette stratégie. Donc, nos interventions sur le marché des titres publics respectent plus ou moins cette stratégie. La stratégie de 2022 par rapport aux principaux axes, d'abord même au regard même de la structure de la dette intérieure, le recours au financement non concessionnel apparaît comme une alternative à l'harmonisation des ressources hautement concessionnelles. Donc, il devrait s'accompagner d'actions visant à réduire le coût lié à ces investissements. Par ailleurs, en lien avec l'objectif d'amélioration de la maturité moyenne du portefeuille de la dette, les émissions de longue maturité seront privilégiées. Donc, les principaux actes de la
stratégie aux ressources concessionnelles libérées en euros pour procéder à une du portefeuille de la dette. Et comme je l'avais dit tantôt, le rallongement des maturités des instruments du marché financier. Donc, les présentations que je vais vous faire par la suite, vous allez voir que l'État, depuis quelques années, quand même tente d'améliorer une chose, de rallonger plus ou moins ses maturités avec la prépondérance des obligations du Trésor. OK. Voilà. Le diapo suivant. Le diapo suivant, maintenant, on va aborder le plan de financement 2022. Voilà, mais avant d'aborder même le programme des émissions, on va vous donner un bref bilan des émissions des bons du Trésor sur la période 2016-2020. Bon, on a opté pour la période 2016-2020. C'est la période qui coïncide avec le premier plan national de développement économique et social. Il faut dire que sur cette période, globalement, le montant sollicité sur le marché était de 3 481 milliards. Donc, on avait le total des soumissions était de 6 558 milliards avec un montant retenu de 3 566 milliards. Donc, le taux de souscription était de 198%, qui traduit un peu quand même l'engouement des investisseurs qu'on remercie de passage pour les titres du Burkina. OK, le diapo suivant, s'il vous plaît. Maintenant, poursuivant aussi avec le bilan par rapport aux contributions des marchés des titres au financement de l'économie. Il faut dire que les estimations pour le plan national de développement étaient de 15 000 milliards. Donc, les émissions des titres, notamment les obligations du Trésor, ont permis sur la période 2016-2020 de mobiliser 1 862 milliards, soit un taux de 12,02% par rapport au financement de ce PNDS. Maintenant, pour les besoins de trésorerie aussi, l'État a mobilisé 1 704 milliards, soit un taux de 11%. Donc, ça montre aussi l'importance de notre intervention sur le marché des titres publics pour financer le PNDS. OK. Le diapo suivant, s'il vous plaît. OK. Donc, je l'ai dit tantôt, les emprunts sur le marché des capitaux durant cette période vont servir à la mobilisation des ressources complémentaires au financement du budget de l'État pour le financement des investissements s'inscrivant en droite ligne du plan national de développement économique et social. Donc, il y a un lien entre la mobilisation des ressources, la stratégie et le PNDS. OK, le diapo suivant, s'il vous plaît. Le diapo suivant, s'il vous plaît. OK. Donc, on a tantôt présenté un peu les émissions sur la période du premier plan, mais maintenant, le bilan des émissions des bons et obligations pour l'année 2021. Donc, on a les statistiques sur une prévision de 1 275 milliards. On a pu mobiliser 1 383 milliards avec le montant des soumissions de 3 102 milliards, dont le taux de souscription était de 243%. Voilà. Donc, c'est réparti, les émissions, c'était réparti entre les bons du Trésor et les obligations. Donc, au titre des bons, on a mobilisé 455 milliards et au titre des obligations, 933 milliards. Comme je l'expliquais tantôt, qui respecte un peu notre stratégie d'endettement qui est d'allonger un peu la maturité de la dette. OK. Le diapo suivant. Maintenant, quant au programme d'émission pour l'année 2022, il faut dire que pour l'année 2022, le montant indicatif est de 1 125 milliards au titre des bons et obligations répartis comme suit. 290 milliards au titre des bons du Trésor,
soit 25,73% du volume total prévu, et 835 milliards pour les obligations, soit 74,22%. Concernant même la structure des titres à émettre, le montant est réparti en 9 émissions de bons du Trésor et 6 émissions d'obligations du Trésor. Il faut dire que pour le moment, par rapport au programme indicatif, toutes les émissions se feront par adjudication. OK, le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, par nature de titre, il faut dire qu'au niveau des bons du Trésor, on va émettre sur les bons de 6 mois et les bons de 1 an. Donc, pour les 6 mois, 70 milliards, pour les 1 an, 220 milliards. Maintenant, au niveau des obligations du Trésor, bon, on sera sur toutes les maturités, hein, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans, pour un montant que j'avais dit de 235 milliards. Et 835 milliards. Donc, il faut dire que, bon, ça a été dit, le programme des émissions de l'année 2022, mais c'est 2022, ça poursuit les objectifs du PNDS 2, la loi des finances 2022, plan de trésorerie. Donc, ça veut dire que le plan qu'on a fait au titre de l'année 2022 est en conformité avec ces différents repères. Bon, ça, c'est juste un focus sur les émissions du Donc, je disais que par rapport au premier trimestre, on aura 250 milliards à mobiliser. 250 milliards à mobiliser. On a déjà intervenu pour le 5 janvier et le 19 janvier. Donc, le diapo suivant, cette partie, c'est pour juste vous montrer le calendrier indicatif. Maintenant, au niveau du deuxième trimestre, voici le programme des émissions. Donc, globalement, on compte mobiliser 290 milliards le 13 avril, le 27, le 11 mai, le 25, le 8 juin et le 22. Voilà, à titre indicatif. Donc, le diapo. Au niveau du troisième trimestre, on compte mobiliser, lever les ressources à hauteur de 320 milliards le 6 juillet, le 20 juillet, le 30, le 17, le 31, le 14 et le 28 septembre à titre indicatif. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Maintenant, au titre du quatrième trimestre, selon la répartition, la mobilisation est de 265 milliards. Voilà. Le 12 octobre pour des bons, le 26 octobre pour une émission simultanée d'obligations, le 9 novembre pour une émission simultanée d'obligations, le 7 décembre et le 21 décembre, comme je l'ai dit, pour un montant de 265 milliards. Il faut dire que par rapport aux émissions, ça oscille vraiment entre 30 milliards et pour les simultanés, on va jusqu'à 90 milliards. Donc, à l'issue de cette présentation, en termes de conclusion, il convient de rappeler que notre pays dispose d'un PNDS 2. Ce référentiel comporte un ensemble de projets structurants prêts à être mis en œuvre dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement du pays. Donc, sur la base de ce référentiel, il a été adopté une stratégie d'endettement qui a retenu plusieurs sources de financement, dont les marchés monétaires et financiers. De l'expérience du Burkina Faso sur le marché, on peut retenir une confiance renouvelée des investisseurs et autres partenaires au regard même des résultats que j'ai tantôt énoncés, un respect des échéanciers de remboursement de la dette.
Donc, au niveau de la dette publique, quand même, il y a l'analyse de la viabilité quand même de la dette pour se permettre de se rassurer que les émissions sont remboursées à bonne date. Il faut dire que depuis nos émissions jusqu'à présent, les émissions se font toujours à bonne date et on n'a pas eu d'incident de paiement. Maintenant, il y a un respect des principes et exigences des politiques économiques et financières. Maintenant, pour terminer, le Burkina vient de subir un changement politique. Cependant, les perspectives ne devraient pas connaître de changement majeur en ce qui concerne l'économie, les finances publiques, le fonctionnement de l'administration. Donc, sur ce... Merci pour votre attention. Est-ce que les membres de l'équipe ont quelque chose à ajouter? Non, M. Ouedraogo, c'est juste, comme il a résumé, nous voulons connaître un changement au niveau politique, mais l'administration fonctionne normalement. Depuis un certain temps, c'est les secrétaires généraux des ministères qui jouent le rôle. Les différentes directions travaillent. Les instructions que nous avons actuellement, que nous connaissons, c'est de poursuivre la mise en œuvre des programmes et des dépenses, ainsi que la mobilisation des ressources telles que nous l'avions prévu. Et nous pensons que même s'il devrait y avoir des changements, ça ne devrait pas avoir un impact important sur notre économie. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Monsieur Drago? Oui, très bien. Je crois qu'il n'y a plus d'autres apports. Il y a un troisième participant, non? Le directeur de la dette. D'accord. Il n'y a pas. Le directeur de la dette me fait signe qu'il n'a pas d'intervention à ce stade. Très bien. Merci beaucoup à l'équipe du Trésor du Burkina. Félicitations pour cette présentation. Nous comprenons, comme je l'ai dit au départ, j'ai la conviction que malgré les difficultés, malgré les chocs externes, les économies de l'Union vont faire preuve de résilience. Cette résilience-là, vous venez de faire preuve de résilience en présentant dans des conditions, je comprends, assez difficiles, en faisant votre présentation dans des conditions assez difficiles. Et c'est pour cela que je vous félicite pour cette présentation. Et je voudrais juste poser 3 questions de clarification avant que l'on passe la parole aux participants. Premièrement, en termes de financement du PNDS, est-ce que vous avez évoqué la contribution du marché de la dette pour environ 1800 milliards? Quelles sont les autres sources de financement du PNDS et quel est leur poids dans le montant global de 15 000 milliards que vous avez indiqué? Merci. Merci, M. Ouedraogo. C'est une question assez difficile parce qu'il aurait peut-être fallu reprendre le bilan qui a été fait de l'exécution du premier PNDS. Ça a été financé par des ressources à 100% et la dette et les partenaires extérieurs dont dette, normalement, c'était autour de 37%. Dire que le plan de financement qui avait, on avait tenté pour un certain nombre de projets qui étaient prévus au départ. C'est finalement la dette et les ressources propres qui ont été utilisées pour le financement des investissements. Très bien. Alors, je voulais juste demander, et je pense que la réponse est satisfaisante. Elle pourrait être complétée notamment lorsque la note d'information du Burkina va être mise à jour.
Ce que je voulais poser comme deuxième question est la suivante. Par rapport à votre stratégie, la dette à moyen terme, votre SDMT, vous avez donc prévu d'intervenir sur le marché financier régional, donc le marché par voie d'adjudication, de manière, c'est vrai, modérée. Et on constate effectivement cette modération parce que de 1300 milliards en 2021, vous êtes venu à 1100 milliards. Vous venez pour 120 milliards en 2022. Alors, ce que je voulais demander, est-ce que vous avez prévu en termes de stratégie de gestion de la dette par éducation, est-ce que vous avez prévu de faire recours aux règles, aux principes de bonne gestion pour pouvoir éviter et maîtriser les risques de financement et maîtriser également les coûts, puisque vous voulez un peu plus de maturité, allonger la maturité. Quelle est de manière globale la stratégie? Quels sont les outils que vous allez faire utiliser pour pouvoir arriver à votre objectif de modération de la dette et d'allongement de la maturité? Merci bien pour cette question. Il faut dire que, comme on l'a vu au niveau de la présentation, l'un des objectifs de la gestion de la dette du Burkina, c'est l'allongement de la maturité globale de notre portefeuille. À cet effet, depuis un certain temps, nous avons commencé à changer les caractéristiques de la dette qui est émise sur le marché régional. Et vous vous rappellerez qu'il y a peut-être 3 à 4 ans, la majorité des interventions du Burkina se faisaient sur des maturités de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Et depuis un certain temps, nous sommes passés de 5 à 7 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et nous allons poursuivre en fonction de l'analyse que nous ferons du marché pour voir si on ne pourrait pas aller au-delà des 10 ans de maturité. Là, c'est la stratégie qui consiste à remplacer, à refinancer la dette arrivant à échéance, la dette à court terme arrivant à échéance avec des instruments de dette à maturité un peu plus longue pour allonger en général la maturité de la dette totale. En deuxième lieu, comme ça a été annoncé aussi, nous sommes en train d'analyser, de projeter pour voir si on ne pourrait pas refinancer une partie de cette dette intérieure qui est à maturité globalement plus courte que la dette extérieure par une dette extérieure, même si elle n'est pas concessionnelle, à une maturité un peu plus allongée que celle de la dette intérieure. Voilà un peu les deux les leviers que nous voulons jouer pour atteindre la stratégie voilà, d'allongement de la maturité de la dette. Si vous regardez également, c'est peut-être l'un des moteurs de la dette, c'était le déficit. On voit que nous sommes passés, il y a peut-être en 2017, nous étions à 7%. On ne vous entend plus, M. Zwanga. Nous sommes en train de retourner vers qui se présente comme un, voilà, pour cette partie de la stratégie de la dette. Très bien. Merci, M. Zwanga. Par rapport à la oui, dernière question. Oui. Par rapport au plan de financement, est-ce qu'on peut, vous avez prévu de lever sur le marché 1125 milliards. Quel est le besoin global et pour qu'on puisse apprécier la part qui revient? C'est pas chez lui. Est-ce que vous m'avez entendu? Non, je n'ai pas vraiment, nous n'avons pas vraiment entendu. Peut-être qu'il y a eu un problème de réseau. Je reprends si la vous pouvez reprendre la question. En fait, je disais qu'en termes de plan de financement pour 2022,
Vous avez indiqué qu'il est prévu de lever sur le marché 1125 milliards. Oui. Ce que je demande, quel est le besoin global pour ce qui concerne le financement pour ce qui concerne l'année 2022? Pour qu'on puisse avoir le poids. Le besoin global est estimé autour de 1470 milliards, je pense, parce que nous avons un déficit budgétaire qui s'élève à 570 milliards. D'accord. Très bien. Le paiement des intérêts, le déficit primaire, et nous avons le refinancement de la dette pour un montant d'environ 717 milliards. Donc, si vous regardez, on fait la sommation, nous serons autour de 1400, 1500 à peu près, 1500 milliards. Et nous avons prévu de financer ce déficit-là par la dette intérieure et la dette extérieure. D'accord. Et au niveau de la dette intérieure, nous avons prévu autour de 835 milliards délicats qui fait à peu près 200 et quelques de trésoreries. C'est pour ça que nous avons un montant. Voilà un peu le déficit, et le besoin de financement et les sources probables de financement. Très bien, c'est très clair, M. Zonga. Je crois que j'ai fait le tour pour ce qui concerne mes questions de clarification. Je vais regarder du côté des questions du public. Si la première question que je vois au niveau du public, c'est qu'est-ce qui explique la hausse de l'inflation en 2021 par rapport à 2020? Effectivement, en 2020, je pense que le taux d'inflation était de 1,6%. Et en 2021, on est à 3,6, 3,9%. Donc, largement au-dessus de la cible ou de la norme au niveau régional. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, c'est la première question qui vous est posée. Monsieur Drago, oui. On vous a perdu. Vous ne m'avez pas entendu. Je reprends? Non, on vous a perdu entre-temps. D'accord, oui. je reprends la première question du public. Qu'est-ce qui explique on vous suit. La hausse de l'inflation en 2021 par rapport à 2020? Et je rappelle qu'effectivement, dans les statistiques que vous avez communiquées, le taux d'inflation passe de 1,6% à 3,9%, au-dessus de la cible de la norme au niveau de l'UEMOA. Qu'est-ce qui explique cela, cette hausse? OK, je vais peut-être répondre à cette question avant que vous poursuiviez et pour les autres questions. Pour l'inflation, il faut dire que c'est une tendance mondiale. Avec la maladie à COVID-19, la production mondiale a connu une diminution au niveau des grands producteurs des produits de consommation courante, notamment au niveau de la production céréalière, le riz, et le blé et aussi les huiles qui sont principalement importées par le Burkina. Et on a connu dans la même période une augmentation du prix du carburant au niveau mondial, ce qui a renchéri en contrepartie un certain nombre de produits internes, même qui sont produits au niveau de notre pays. Et enfin, nous avons une pluviométrie au niveau du Burkina qui n'a pas été totalement à la hauteur de ce qu'on attendait. Il y a eu des déficits un peu de pluviométrie, occasionnant des récoltes un peu moins importantes que ce qui avait été prévu. Donc, les facteurs qui expliquent à notre niveau l'inflation, c'est la maladie à COVID-19 avec son impact sur l'économie mondiale, donc l'impact sur les produits que nous importons beaucoup, tels que les riz, les huiles et puis le blé. Il y a l'augmentation du prix
du carburant au niveau mondial. Et puis, il y a la pluviométrie. Nous sommes dans un pays sahélien qui subit les chocs climatiques. Donc, c'est principalement ces facteurs qui expliquent l'augmentation de l'inflation. Merci, M. Ouedraogo. Vous avez parfaitement raison, M. Douanga. Il y a les coûts qui ont beaucoup augmenté, il faut le dire. Vous avez cité les coûts, il y a surtout aussi les coûts de transport, les coûts d'approche. Le Burkina est un pays qui est dans l'interland. Donc, lorsque les coûts de transport et les délais même de transport qui se répercutent quelque part sur les coûts, avec la perturbation liée à la pandémie de la COVID-19, tout cela va se répercuter sur les prix. Et effectivement, vous l'avez dit que c'est un phénomène observé au plan mondial en liaison avec donc, la pandémie de la COVID-19. Vous avez parfaitement raison. Troisième question. Vous avez une notation Standard & Poor's de BB. Est-ce que vous n'avez pas envisagé de lancer une émission de rebond? Merci bien, M. Ouedraogo. C'est vrai que c'est une option envisagée. Hein. On l'a été pendant un certain temps. Mais nous, on préfère être prudent, comme d'habitude. Le Burkina poursuit une politique d'endettement assez prudente. Et nous surveillons aussi ce qui se passe dans les autres pays. On regarde la tendance des taux au niveau de la sous-région et au niveau mondial. Et en plus de cela, nous regardons la situation globale du Sahel qui fait qu'il y a une certaine perception de ce qui se passe ici. Donc, en conclusion, on envisage, on a vraiment étudié et on continue de réfléchir à la possibilité d'y aller, mais on tient compte des facteurs qui pourront être à notre faveur pour une émission d'eurobond. Parce que si vous partez sur le marché pour la première fois et vous n'êtes pas très apprécié, il me semble que ça sera un peu plus difficile de revenir et puis de continuer à refinancer. Surtout que le risque de refinancement pourrait naître avec ces montants qui pourraient atteindre un certain niveau avant, pour être remboursés en une seule fois ou pour être rachetés au cours de la période de vie du prêt de l'eurobond. Donc, vraiment, le Burkina réfléchit à cela, mais pour le moment, on n'a pas encore décidé si nous allons ou pas. Alors, merci, M. Douanga, pour cette précision. Il y a REMTP 2022 qui veut répondre à la question. Est-ce que vous avez la parole? Je vois REMTP veut répondre à la question. Je suppose que c'est le M. Dia ou bien c'est l'agence Humatit qui veut répondre à la question? Non? Voilà. Oui, allez-y. Oui, M. Ouedraogo, vous pouvez continuer. Donc, vous pouvez toujours continuer les échanges. D'accord. La question suivante concerne les mécanismes de couverture de risque qui peuvent être envisagés par le Burkina. Parce qu'il est dit que la question, je vais la lire. Dans votre stratégie, il est prévu justement d'augmenter la maturité de la dette en recourant notamment à la dette extérieure et qui est en devise. Est-ce que vous avez envisagé des mécanismes de couverture de risque de change? C'est ça la dernière question que j'ai sur la plateforme. Monsieur Douanga, allez-y. Oui, la stratégie de gestion des risques de change au Burkina, si j'ai bien compris, c'est ça la question, la substance de la question. Oui, si vous recourez à la dette extérieure, pour allonger la maturité, vous allez avoir affaire à une dette en devise. Donc, est-ce que vous avez prévu des mécanismes de couverture de risque d'échange? D'accord. Merci beaucoup, M. Ouedraogo, et merci à celui qui a posé la question. Il faut dire qu'en matière de gestion de risque d'échange, nous utilisons des instruments implicites et des instruments explicites. Pour le moment, le Burkina a privilégié les instruments implicites. Ça veut dire que nous regardons les devises dans lesquelles nous allons faire notre emprunt. S'il s'agit d'une devise
en fonction du coût et l'estimation du risque que nous avons, nous optons. Par exemple, si pour ces prêts, vous avez vu que nous avons proposé un prêt en euros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de change, mais ça veut dire que tant que nous allons rester dans la parité actuelle, nous n'aurons pas à subir un risque de change important. C'est pour ça que nous avons orienté les prêts sur, par exemple, cette devise. Pour les autres devises, nous regardons aussi ce que nous vendons à l'extérieur. Si nous vendons beaucoup en Chine, nous pourrons essayer d'estimer les recettes de la vente en Chine qui vont couvrir notre emprunt en Chine, libellé dans la devise chinoise. Donc, nous utilisons ces instruments-là. Pour les instruments explicites tels que les options, tels que voilà, nous avons quelques propositions et en fonction de l'option de devise que nous allons peut-être faire, en tenant compte bien sûr de la disponibilité des ressources au niveau international et en tenant compte aussi du coût du risque et du coût de ces devises au niveau international, nous pourrons envisager de contracter avec des banques locales pour pouvoir gérer ces risques-là s'il y a un risque résiduel. Voilà un peu, M. Ouedraogo, ce que nous envisageons de faire. Merci, M. Zwanga, pour la pertinence de vos réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question que je n'ai pas prise. On va la prendre en réalité parce qu'on est largement au-delà de nos 45 minutes. On prend une dernière question et on arrête. Et la question, c'est de M. Zaka, qui dit « Bonjour, je suis M. Rachidou Zakaria, je suppose, journaliste économique au Togo. Ma question est la suivante. Quelles conséquences pour les récentes actualités politiques du Burkina sur ces prochaines sorties sur le marché des titres? Bon, je pense qu'il avait déjà répondu à cette question plus ou moins, mais je vais laisser la parole à M. Zwanga pour répéter ce qui avait été dit en liminaire. Allez-y, M. Zwanga. D'accord, M. Rachid. C'est vrai que c'est une question légitime que tout acteur intervenant au Burkina se pose. Nous avons dit, et vous l'avez peut-être aussi suivi au niveau des médias, que actuellement, l'administration a repris. Au Burkina, c'est vrai qu'il y a eu changement, mais il n'y a pas eu de trouble. En fait, le changement s'est fait d'une manière, je peux dire, pacifique, parce qu'il n'y a pas eu du tout de trouble ici. Donc, l'administration a repris. Sur ce plan-là, le fonctionnement est normal. L'administration fonctionne le plus naturellement possible. Ensuite, au niveau des engagements, les nouvelles autorités ont annoncé que le Burkina respecterait tous ses engagements avec ses partenaires au niveau externe avec les PTF. Donc, la conséquence, pour le moment, en tout cas, nous ne l'apercevons pas avec force, pas de très grandes conséquences. Parce que sur le plan économique, comme on l'a dit, nous ne voyons pas pour le moment des changements importants qui pourraient impacter nos agrégats macroéconomiques. Et sur le plan administratif, l'administration fonctionne correctement. Donc, l'impact pour nous, pour le moment, pourrait ne pas être important. Donc, le Burkina continuera à payer ses dettes à temps et le Burkina continuera certainement à faire recours aussi au marché. Et nous pensons que les partenariats que nous avons avec nos investisseurs vont continuer. Voilà ce que je peux donner comme une réponse à cette question. C'est bon? OK, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions ouvertes. On a, comme j'ai dit, largement dépassé les délais impartis d'une dizaine de minutes. Je pense qu'avec les difficultés de connexion et de communication, ça se comprend. Alors, je voulais essayer juste une petite synthèse pour dire que
malgré donc les difficultés qu'il y a, en principe, le dispositif de gestion de la dette fonctionne correctement et on espère que les émissions vont se poursuivre et inviter donc les acteurs du marché, notamment les investisseurs, à continuer à appuyer, à accompagner le Burkina dans le cadre notamment du nouveau PNDS 2021-2025 qui vient d'être lancé. Alors, ce que je voulais dire qu'on peut considérer comme quelque chose à emporter, ce qu'il faut retenir, c'est une proposition que je fais, c'est une sorte de branding en 3 caractères, MCM. MCM, pas le market and capital, money and capital market du FMI, mais MCM qui veut dire une gestion de la dette, une stratégie de gestion de la dette prudente et modérée, donc dans la modération, d'où le M. Ensuite, C comme maîtrise des coûts, donc faire en sorte que la dette soit la moins coûteuse possible, puisque, comme vous le savez, c'est le contribuable qui paie la dette. Donc, il faut faire en sorte que la poche du contribuable soit préservée. Donc, moindre coût, donc c'est le C. Et le M désigne donc la volonté d'allonger la maturité de la dette. Et donc, je crois qu'avec ce branding, on peut retenir que c'est la stratégie, en fait, de gestion de la dette de Burkina. Et sur cette base, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée pour la reste de la journée, puisque, comme j'ai indiqué au départ, le Mali ne fera pas de présentation. Je vous remercie pour votre attention. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Encore une fois, nous remercions tous les intervenants et contributeurs de ce Focus Pays dédié au Burkina et qui a porté sur la contribution du marché des titres publics au financement des économies, bilan et perspectives. D'importants sujets ont été abordés par les participants, entre autres le point sur l'activité économique du Burkina, le bilan des émissions des bons et des obligations du Trésor 2021, le plan de financement 2022, mais aussi le plan national de développement économique et social, PNDS 2. Mesdames, Messieurs, distingués participants, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième journée avec 2 activités qui étaient inscrites au menu, le focus pays 2 dédié à la Guinée-Bissau et au Togo, le panel 2 sur la gestion de portefeuille au service de la distribution enjeux et perspectives en zone UEMOA, et enfin le 3e focus pays qui vient clore la session d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain, jeudi, 3e et dernier jour de la 4e édition des rencontres du marché des titres publics édition 2022. Au menu, nous suivrons le panel 3 avec une présentation introductive sur le thème évolution des marchés obligataires souverains internationaux dans un contexte de taux négatifs. Les panélistes vont échanger également sur la gestion obligataire en environnement de taux bas, enjeux et stratégies pour les investisseurs institutionnels. Nous aurons aussi le Focus Pays 4 dédié au Niger et au Sénégal qui se penchera sur le thème « Accroître la contribution des hydrocarbures à la croissance économique, défis et perspectives ». Enfin, nous suivrons le 4e et dernier panel qui va plancher sur la courbe des taux et liquidités du marché des titres publics dans la zone UEMOA, utopie ou réalité. Mesdames, Messieurs, merci et excellent après-midi.